La présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf est arrivée aujourd'hui à Abidjan pour une visite de travail. Elle se rendra demain à Yiglo, dans l'ouest du pays, avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste annonce des réformes pour cette année 2016. Les services de la Poste seront renforcés. Le but est de rendre l'activité postale plus dynamique et compétitive. Et nous irons à Yamoussoukro visiter la basilique Notre-Dame de la Paix, un lieu qui attire du monde, des religieux, des touristes. En 2015, plus de 170 000 personnes ont visité la basilique. Au Burkina Faso, 48 heures après les attaques qui ont fait 29 morts et plus de 50 blessés, Ouagadougou, la capitale burkinabé, vit son deuil dans le calme. Les Burkinabés sont encore sous le choc. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Commençons tout de suite par ces images de l'arrivée de la présidente libérienne à Abidjan. Ellen Johnson Sirleaf est en visite de travail, arrivée en fin d'après-midi aujourd'hui. Elle a été accueillie, comme vous le voyez, par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Avec lui, elle se rendra demain à Yiglo, dans l'ouest du pays, pour le deuxième conseil conjoint des chefs traditionnels et de communautés de Côte d'Ivoire et du Libéria. La première rencontre du genre en présence des deux chefs d'État avait eu lieu en 2013 à Zouédrou, au Libéria. Le but de ces rencontres, renforcer la cohésion, la sécurité aux frontières des deux pays. Renforcer la cohésion, la sécurité dans la zone frontalière ivoiro-libérienne, c'est le but de ce conseil conjoint des chefs traditionnels et de communautés de Côte d'Ivoire et de Libéria. La rencontre se tiendra demain à Yiglo, mais avant, je vous invite à faire un décryptage de cette coopération bilatérale Côte d'Ivoire-Libéria avec Mahamadou Traoré et Abiba Dambélé Saoui. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, deux pays liés par l'histoire et leur peuple, ont été formalisées le 31 juillet 1961. Relations renforcées dans le cadre de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-libérienne, instituée le 24 août 1972 à Monrovia. Deux pays qui ont traversé des zones de turbulence, mais toujours en affichant la solidarité fraternelle et historique qui les lie. De 1990 à 1996, l'Ouest ivoirien accueille des milliers de réfugiés libériens fuyant la guerre civile dans leur pays. Lors de la crise post-électorale survenue en Côte d'Ivoire de décembre 2010 à avril 2011, 200 000 Ivoiriens ont trouvé refuge au Libéria. Leur nombre est estimé à 38 000 à ce jour. La stabilité désormais retrouvée dans ces deux pays, l'heure est à la relance des relations bilatérales. Les présidents Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf mettent un point d'honneur au rétablissement de la sécurité à la frontière ivoiro-libérienne. Voilà qui justifie la mise en place d'un cadre quadripartite réunissant les deux gouvernements et les forces des Nations Unies en présence dans les deux pays. Ce afin de lutter contre la criminalité transfrontalière et les velléités de déstabilisation. Cette coopération sécuritaire a permis l'extradition d'ex-combattants ivoiriens réfugiés au Libéria et l'organisation de manœuvres militaires et sécuritaires communes le long de la zone frontalière. Toutes ces actions ont fortement contribué à réduire la menace sécuritaire qui planait sur l'Ouest ivoirien depuis la fin de la crise post-électorale. Pour consolider cette collaboration, les deux parties misent désormais sur l'échange d'informations et de renseignements entre leurs forces de sécurité. Autre point important, confortant cette normalisation des relations ivoiro-libériennes, le retour progressif des Ivoiriens réfugiés au Libéria. Grâce à l'assistance du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 240 000 Ivoiriens sont rentrés depuis 2012. Et sur les 38 000 restants, 11 000 souhaitent regagner la Côte d'Ivoire. Si la coopération sécuritaire et humanitaire s'améliore, tout reste à refaire au plan économique. Entre 2011 et 2014, les échanges globaux sur l'axe Abidjan-Monrovia ont drastiquement baissé, passant d'environ 104 milliards de francs CFA à 46 milliards. Le marché libérien ne représente que 0,4% des échanges globaux de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les présidents Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf
envisage de réactiver la grande commission mixte ivoiro-libérienne. La 6e session devrait se tenir à Abidjan durant le premier semestre 2016. Sûr que les deux parties en profiteront pour remettre au goût du jour la quinzaine d'accords qui les lient et explorer de nouvelles pistes de coopération, mais également pour relancer la mise en œuvre d'importants projets d'intégration portant sur la réalisation d'infrastructures. Il s'agit notamment du projet d'interconnexion électrique et la construction d'une route bitumée entre les villes frontalières de Toulepleu en Côte d'Ivoire et de Zouédrou au Libéria. Je vous livre maintenant ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à la presse et aux médias aura lieu le mercredi 20 janvier 2016 à 16h au Palais de la Présidence de la République. Sont conviés à cette cérémonie les organisations professionnelles de la presse et des médias et les organes de la presse nationale et internationale. Les cartes d'invitation sont à retirer au Palais de la Présidence de la République auprès du service de presse 6 au bâtiment des conseillers le lundi 18 janvier 2016 de 12h à 18h. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ce programme de l'Union africaine pour promouvoir notamment la bonne gouvernance, vient de signer une convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Le pays, qui vise comme objectif la bonne gouvernance et la transparence, veut être évalué par cette structure internationale. On en sait plus avec Éric Horry. La signature du mémorandum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. La Côte d'Ivoire s'engage à travers ce acte qui permet d'installer la commission locale de cette structure internationale dans notre pays. Cela fait suite à un séminaire de formation des différents membres de cette commission locale. En signant ce document, la Côte d'Ivoire accepte de se faire évaluer par le MAEP. Tous les secteurs sont concernés, entre autres l'éducation, la justice et les droits de l'homme. C'est un signe de transparence et de bonne gouvernance selon le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et son hôte, le panéliste en charge de la Côte d'Ivoire du MAEP. Donner carte blanche au panéliste en chef pour qu'il fasse son travail sans interférence aucune. Dans toutes les procédures qu'on vient d'énumérer, qu'on vient de discuter avec le ministre point focal, il n'était pas seulement d'accord, mais ils sont déjà en avance. Par exemple, nous venons de dire le point de vue finance. Certains pays, en commençant leur évaluation, n'ont pas mis la procédure financière. Pendant 18 mois, les techniciens du MAEP vont s'imprégner des réalités de la Côte d'Ivoire, ce qui leur permettra d'avoir une idée de sa politique de bonne gouvernance en vue de l'orienter. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste annonce des réformes pour cette année 2016. Les services de la Poste seront renforcés. Le but est de rendre l'activité postale plus dynamique et compétitive. Le ministre Bruno Koné-Nabagné a fait le point des réalisations dans le secteur des TIC et encouragé les agents à plus de travail pour relever les défis, comme nous l'explique Konaté Moussa. Le secteur du numérique en pleine croissance en Côte d'Ivoire. 622 km de fibres optiques réalisées, défiscalisation des équipements informatiques, l'amélioration de l'accès à Internet, le e-commerce et le transfert d'argent. Des actions qui positionnent bien la Côte d'Ivoire dans le paysage international en termes de développement des technologies de l'information et de la communication TIC. Des acquis dans le domaine numérique. La tutelle veut développer d'autres secteurs, à savoir la Poste. Il est question de renforcer les services afin de rendre la Poste plus dynamique et compétitive. Nous devrons rafraîchir l'image de la Poste, ce qui s'appelle l'identité visuelle de la Poste. Nous allons ensemble y travailler, faire en sorte que les guichets présentent un meilleur visage, que les guichets soient plus avenants. Nous allons évidemment faire en sorte que nos bureaux de poste soient plus attirants. C'est important. Le message est bien perçu. La direction générale de la Poste prête à relever le défi. Nous sommes en train de préparer un certain nombre de produits nouveaux. Il y a le courrier hybride sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Le courrier express international qui est déjà lancé, que nous allons renforcer. Il y a aussi la machine à franchir de nouvelle génération qui va venir remplacer les machines déjà installées dans les entreprises. La Côte d'Ivoire est à un niveau de maturité dans le domaine du numérique. Le pays est même passé du ministère de la Poste et des TIC au ministère de l'économie numérique et de la Poste. L'ambition est d'aller vers une société de production d'emplois et de richesses
à partir des TIC. Parlons donc d'emploi jeune. Le service civique d'action pour l'emploi et le développement et la cellule de coordination veulent une meilleure insertion des jeunes sans qualification. Ces structures ont donc décidé de coordonner leurs actions pour atteindre cet objectif. Elles l'ont matérialisé par une signature de convention. Herman Niamien. L'insertion durable des jeunes à risque ou vulnérables plus qu'une nécessité pour le gouvernement ivoirien. Des actions sont donc menées afin de leur offrir des opportunités d'emploi. C'est tout le sens de cette signature de convention entre le service civique d'action pour l'emploi et la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion au profit des jeunes de la commune de Dabou. La question du traitement par une insertion durable des jeunes à risque ou vulnérables est plus qu'une nécessité. Il s'agit de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire. La cérémonie de signature de la convention de ce jour s'inscrit dans une perspective de durabilité, car le défi se présente maintenant à nous, dans ces termes que la Côte d'Ivoire veut être émergente à l'horizon 2020, et c'est par le traitement durable de la problématique de la resocialisation en vue d'une insertion réussie des jeunes que cela doit passer. Ce partenariat entre ces deux structures va permettre aux jeunes de 18 à 30 ans en voie de marginalisation, sans diplôme, sans qualification et sans titre professionnel, de bénéficier d'une formation qualifiante d'une durée minimale de 12 mois, dont 3 de formation civique et citoyenne. Par cette convention, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion s'engage, par la voix de son coordonnateur Ago Christian, à mettre à la disposition du service civique d'action pour l'emploi et le développement les infrastructures, le matériel et les compétences pour réussir l'insertion durable des jeunes bénéficiaires. L'objectif général est de permettre une resocialisation réussie des jeunes dans des centres de formation résidentielle dont l'encadrement et les règles de vie s'inspirent du modèle militaire afin de donner aux stagiaires un cadre d'éducation et d'instruction très favorable à leur insertion ou réinsertion socio-professionnelle. Le retour à la terre des jeunes diplômés déscolarisés est une réalité à Sakassou, mais des difficultés persistent. Accès aux terres culturelles, agriculture toujours manuelle et cherté des intrants et matériels agricoles. Comment aider donc ces jeunes volontaires qui rêvent de devenir de grands producteurs? Élément de réponse avec Charles Tatou. Ces rizières, champs d'igname, de manioc et de cultures maraîchères appartiennent aux jeunes diplômés et déscolarisés retournés volontairement à la terre. Nous sommes à Nguessan-Bokukro, dans le département de Sakassou. Ici, le jeune Kouadio Nguessan Michel est diplômé en économie. Il est retourné à la terre il y a de cela 3 ans. Il y a eu un BTS en finance comptable. Après ça, j'ai fait le cycle ingénieur. Il y a eu un CDD à Abidjan. Quand le CDD a pris terme, je n'arrivais plus à payer mes coûts. Donc, je faisais assez de demandes et il n'y avait pas de suite à mes demandes. Donc, ne pas vagabonder dans Abidjan. J'ai préféré rentrer au village pour travailler la terre. Comme lui, dans ce village, une dizaine de jeunes ont choisi le retour à la terre pour leur insertion dans le tissu socio-économique. Ayant quitté les études, j'ai préféré venir à la terre pour avoir un peu sur moi, pour pouvoir mener une vie abordable. Ce retour au village n'a pas été facile pour ces diplômés et déscolarisés. Le concours de certains dévanciers et autorités coutumières a été nécessaire. Quand ils viennent, j'ai dit que le travail là, de la terre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut bénéficier. Il faut être endurant. Aujourd'hui, ces jeunes diplômés et déscolarisés sont les meilleurs producteurs de Nguessan-Bokukro. En religion, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire tiendra sa 102e assemblée plénière. C'est le diocèse de Daloa qui a été choisi pour cette rencontre. Les réflexions vont porter sur le thème « Famille comme lieu d'éducation à la vie et à la paix ». Grâce Kando. Mariage forcé, couple disloqué, pauvreté, violence sexuelle, les évêques de Côte d'Ivoire n'en veulent plus.
Pour apporter sa contribution à la lutte contre ces maux qui minent la cellule familiale, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire décide de se réunir à Daloa pendant une semaine. Thème central, famille comme lieu d'éducation à la vie et à la paix. L'institution familiale pour l'Église, pour tous les pasteurs, pour tous les croyants, c'est une institution divine et donc c'est une valeur qui demeurera pour toujours. Et donc nous avons le droit et le devoir de défendre cette institution familiale. On n'a jamais de solution miracle, on ne fait que mettre l'homme, la femme sur une piste de réflexion et sa conscience l'amènera à prendre une décision. Cette rencontre, la 102e du genre, sera aussi l'occasion de traiter des questions pastorales, théologiques et sociales. Le nonce apostolique, qui est le représentant du Saint-Siège en Côte d'Ivoire, rencontrera, comme à l'accoutumée, tous les évêques de Côte d'Ivoire qui seront présents à cette assemblée. Et c'est beaucoup de travaux en plénière que d'autres préoccupations de l'Église, de la vie des évêques qui seront abordées. L'assemblée plénière des évêques se tiendra du 18 au 24 janvier prochain. Elle verra la participation de tous les diocèses de Côte d'Ivoire. Nous partons maintenant à Yamoussoukro pour visiter la basilique Notre-Dame de la Paix, un lieu qui attire du monde, des religieux, des touristes. En 2015, plus de 170 000 personnes ont visité la basilique, des visiteurs qui repartent toujours satisfaits, nous explique Eugène Atoubé. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, dans toute sa majesté, sa splendeur, reçoit ses visiteurs. Nous sommes samedi matin. Le pic des moments de visite des populations en ce haut lieu de spiritualité, fierté de la Côte d'Ivoire et patrimoine du Saint-Siège. La basilique est un sanctuaire parce qu'elle est visitée par les religieux qui viennent pour des motifs de piété, mais c'est également un site touristique parce que nous recevons des visiteurs de tout horizon et de toute religion. Donc la basilique a les deux statuts, sanctuaire et site touristique. Chaque jour de la semaine, la basilique Notre-Dame de la Paix reste ouverte au public. C'est surtout le week-end, samedi et dimanche, que les visiteurs sont plus nombreux. Une centaine de personnes par jour en moyenne, selon les responsables en charge de la gestion du site. Parmi eux, des enfants, des femmes et des hommes venus découvrir la beauté du lieu et l'immensité de l'ouvrage pour s'en faire un souvenir inoubliable et pour beaucoup d'autres, rendre hommage au génie de son bâtisseur. C'est la manière que l'Éternel a aidé notre président Houphouët-Boigny de construire cette basilique. C'est ça qui me pousse à venir ici. Voir comment Dieu les a utilisés pour essayer de déposer ces magnifiques trucs sur la terre. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, de tout à fait exceptionnel. C'est assez magique. Si la basilique de Yamoussoukro, réplique de Saint-Pierre de Rome, attire par son gigantisme, frappe et séduit par son luxe satrapesque à l'intérieur, elle reste toutefois fidèle à sa vocation spirituelle. Une bonne partie de ceux qui fréquentent les sanctuaires avec assiduité reste la communauté catholique, fidèle venue pour la messe ou en pèlerinage, dans une démarche de piété et d'approfondissement de leur foi. Nous venons et notre Père évêque vraiment nous enseigne. C'est purement spirituel parce qu'un homme qui vit sans la spiritualité, sans la foi en Dieu, vraiment est vulnérable. Nous avons deux choses ici. Il y a la beauté, côté artistique et côté spirituel. Les artistes, ce qu'ils ont mis, l'architecte, ce qu'ils ont mis en place, c'est ça qui attire les gens et qui dirige aussi leurs esprits vers le côté spirituel. Surtout en cette année où nous vivons l'année de la miséricorde divine. Fidèles, pèlerins, visiteurs et touristes ressortent toujours des sanctuaires de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro avec un double bénéfice. D'abord, celui d'avoir puisé à la source de l'amour et de la paix. Ensuite, la découverte de l'histoire de la construction de cet ouvrage dédié à la gloire de Dieu et d'un homme, Houphouët-Boigny, grâce à qui cette basilique a été construite.
Comment préserver la biodiversité du parc national du Mont Sangbé dans l'ouest ivoirien? L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, met en place un projet. C'est le projet Corena, conservation des ressources naturelles. L'OIPR l'a expérimenté pendant 1 an et le bilan est satisfaisant. Mais pour la gestion durable et efficace du parc de Sangbé, l'OIPR demande une implication des populations riveraines. Ben Touré, Christelle Menin. Le parc national du Mont Sangbé, près de Mans, à l'ouest du fleuve Sassandra, a une superficie de 95 000 hectares. Éléphants, buffles, antilopes, singes vivent au pied de ces 14 sommets longs de plus de 1000 mètres. Une biodiversité foisonnante, un atout touristique que l'Office ivoirien des parcs et réserves veut valoriser et protéger face à la menace du braconnage et du déboisement. Pour 2016, un plan annuel d'activité du parc national du Mont Sangbé a été adopté. Il s'inscrit dans un projet de conservation des ressources naturelles Corena, financé par le C2D, le contrat de désendettement et de développement, à hauteur de 3 milliards de francs CFA. 2 objectifs majeurs sont recherchés: la relance de la gestion durable du parc national du Mont Sangbé et la participation inclusive de la population riveraine dans la conservation du parc. Après 1 an de mise en œuvre du projet Corena, la direction de la zone ouest de l'OIPR note des motifs de satisfaction. Toutes les activités planifiées ont été effectivement mises en œuvre. Le bilan fait ressortir un niveau de réalisation de plus de 70%. Le projet Corena ne se résume pas qu'au Mont Sangbé, il étend sa couverture sur tous les autres parcs et réserves du pays, y compris les 90 forêts classées ivoiriennes. Enveloppe globale, toujours dans le cadre du C2D, 10,8 milliards de francs CFA. La Fondation Children of Africa fait des heureux à Bingerville. La Fondation a remis des prix aux meilleurs élèves à l'entrée en 6e session 2015. Des kits scolaires ont été distribués à toutes les écoles primaires de Bingerville. Serge Coléa. La Fondation Children of Africa récompense les meilleurs élèves à l'entrée en 6e session 2015 issus des 45 établissements primaires de la circonscription administrative de Bingerville. Ils ont reçu des fournitures scolaires et des dons en espèces. La Fondation Children of Africa apporte ainsi son soutien au mouvement Akwi Gemenfeto, initiateur de ce prix. Kaboré Cyril, avec 164,82 points sur 170, a obtenu le premier prix. Il bénéficie de fournitures scolaires et des montants de 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, je suis heureux. Je pense à leur dire merci. Pour Jean Ahin, cadre de Bingerville et président de l'organisation Akwe Djemen Feto, cette cérémonie vise à inculquer aux enfants les valeurs du travail. J'ai pris l'initiative de donner quelques petits moyens à des gosses qui vont en 6e et pour qui ce n'est pas évident que les parents puissent répondre. Donc quelques livres, quelques cahiers, un peu de sous pour qu'ils démarrent leur année de bonne façon. En leur disant vous êtes les meilleurs, restez les meilleurs, peut faire tilt dans leur tête et les amener à rester de grands travailleurs. Cette cérémonie de récompense dénommée la liste A1 est aujourd'hui à sa 8e édition. L'auteur Alain Tailly et l'ONG Conscience Nouvelle Ivoirienne sont en campagne pour l'éveil des consciences et le changement de comportement des jeunes. Ensemble, ils ont lancé le vendredi dernier au siège de Fraternité Matin la caravane de la lecture Gonzigei pour la reconstruction morale et psychologique de la jeunesse. Les détails de cette initiative avec Serge Coléa. De l'inénarrable John Pololo de Luba. Une lecture animée pour une histoire que l'auteur lui-même met en scène. L'écrivain Alain Tailly se met dans la peau de John Zigei, le personnage principal de sa dernière œuvre littéraire. Le message de reconstruction morale et psychologique de la jeunesse contenu dans ce livre ne pouvait pas être mieux véhiculé. Il y a une réalité de la vie qui est dedans, que chaque enfant du ghetto rêve. On est né dans le ghetto, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais tout enfant du ghetto veut sortir du ghetto. Un Zigei, c'est celui qui est parti de rien, qui a envie d'arriver à un niveau. Ce spectacle donne le ton de la caravane du livre John Zigei. Elle va sillonner, comme l'a indiqué Gira, qui est principal coordonnateur, les 13 communes du district d'Abidjan. Avant,
de parcourir les autres localités de la Côte d'Ivoire. Le COGEDA, le Conseil des jeunes du district d'Abidjan, adhère au concept, mais c'est surtout l'ONG Conscience Nouvelle Ivoirienne, dirigée par Ouattara Oumar, qui entend s'appuyer sur ce roman pour amener les jeunes à un changement de mentalité. Durant toutes les étapes de cette caravane, l'ONG va donner des livres aux jeunes, mais également l'ONG va permettre à ces jeunes de soit initier des projets qu'elle va soutenir, soit de les former à l'entrepreneuriat. Le lancement de la caravane du livre John Zigueyi, édité par Fratmat Édition, a été aussi marqué par une opération don de sang. Des structures sanitaires des régions du Guémon et du Tonkpi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire viennent d'être réhabilitées. On note des dispensaires, des maternités, des logements d'infirmiers, de forage d'eau. Bref, coût de ces investissements, 140 millions de francs CFA. F. Bouy. Au total, ce sont 5 structures sanitaires qui ont bénéficié d'une réhabilitation entière. Le centre de santé de Sémian dans le district sanitaire de Kubli, les dispensaires des villages de zone Egbenta dans le département de Danané et les dispensaires de Glepleu et Bientro 2 situés à Zogne. Ces centres de santé, totalement en ruine, aujourd'hui ont fière allure. Logement d'infirmiers réhabilités, forage d'eau, latrines modernes, unité de gestion des déchets médicaux construits, équipements en énergie solaire et en matériel biomédicaux. Une action de l'ONG International Rescue Committee IRC qui a pour but d'améliorer l'accessibilité des services de santé aux populations, notamment les femmes et les enfants de 0 à 5 ans. Coût global des investissements, plus de 138 millions de francs CFA. Un véritable soulagement pour les populations bénéficiaires. Aujourd'hui, je travaille 24 heures sur 24 heures. Quand j'arrive, il y a la lumière. J'ai un lit d'accouchement. Quand on regarde l'hôpital même, on dirait on va venir dormir à terre ici. C'est très bien réhabilité. On n'accouche plus dans la brousse, dans la main des vieilles femmes avec leurs médicaments. Façon là, c'est à l'hôpital maintenant que nous venons. C'est un grand soulagement. Parce que nos inquiétudes aujourd'hui, c'est la réhabilitation de tous les centres qui sont souffrants, c'est l'équipement, c'est les moyens logistiques. Et avec l'appui de l'IRC, non seulement on a ces appuis en termes d'infrastructure et de logistique, mais même dans le fonctionnement, les agents sont appuyés pour mener à bien les activités en stratégie avancée comme mobile. Effectivement, les responsables de ce projet, à la remise officielle de ces infrastructures, ont traduit toute leur volonté de faire plus encore pour les années à venir. En 2016, ces actions vont se poursuivre et être encore plus renforcées. Notamment, nous allons pouvoir doter ces structures de santé de matériel roulant. Ce projet de renforcement du système de santé s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Hors de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, 48 heures après les attaques qui ont fait près de 29 morts et plus de 50 blessés, la capitale burkinabé, Ouagadougou, vit son deuil dans le calme. Les Burkinabés sont encore sous le choc. Hier soir, dans son discours à la nation, le président Roch-Marc Christian Kaboré a appelé le peuple burkinabé au courage et à la vigilance. Roger Appé, Christelle Menant. La capitale burkinabé vit son deuil dans le calme, 48 heures après l'attaque. Victimes ou témoins, les Burkinabés sont encore sous le choc. Ça a tiré de partout. Toute la nuit, vraiment, c'était une grande frayeur. On ne savait pas qu'on allait venir. On a essayé d'appeler nos familles, mais pour dire que bon, c'est pas sûr qu'on allait encore se revoir. Ouais, sur le choc, enfin, quand je ferme les yeux, je vois le visage de ce connard de terroriste là. Voilà. C'est pas facile. Hein. Et puis bon, tu sens que s'il n'était pas âgé, c'était un enfant. Quoi. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais depuis avant-hier, là, il y a de manger, mais nous, on ne peut pas manger. Les rues de Ouaga sont vides, les Ouagalais résilients. Nous serons plus vigilants, mais ça ne peut pas nous empêcher de vivre avec nos autres frères ailleurs, que tu sois noir ou blanc, que tu sois chrétien ou musulman. Ce dimanche, les opérations de ratissage se poursuivent à Ouagadougou à la recherche d'éventuels djihadistes qui se seraient cachés après l'attaque. Les enquêteurs travaillent toujours sur les lieux du carnage, tandis que l'identification des corps et des nationalités se poursuit. Mais on annonce déjà parmi les victimes
5 Burkinabés, 6 Canadiens, 2 Français, 1 Portugais, 2 Suisses, 1 Néerlandais et 1 Américain. Nous sommes dimanche aujourd'hui et ici en Côte d'Ivoire, RTI1 vous propose à partir de 22 h votre magazine DDF, Dimanche de foot, avec Cathy Touré. Qu'est-ce qui est prévu au menu aujourd'hui? Bonsoir Cathy Touré. Bonsoir Marie-Laure. Alors le menu affiche quoi aujourd'hui? Eh bien, dans ce menu, il y aura un ingrédient principal, là, ce sera le Rwanda où se déroule la 4e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Nous parlerons notamment de l'entrée ratée des éléphants de Côte d'Ivoire face aux pays organisateurs, les temps forts et bien sûr le résumé des autres matchs. Et puis toujours à Kigali, l'entrevue reçoit le vice-président de la Fédération rwandaise de football qui nous donnera toutes les informations que nous devons savoir sur cette édition. Didier Drogba reviendra-t-il à Chelsea ou non? Le Doc Inter s'intéresse à la question et bien sûr, le monde du football anglais se prononce sur cette question. Et évidemment, nous aurons des informations sur nos pros à travers Pro News. Nous invitons Marie-Laure, tous les amoureux du football et même les plus sceptiques à nous rejoindre à partir de 22 h sur RTI1 et je vous assure que nous vous donnerons l'occasion d'aimer le football. Et moi, j'y serai, les téléspectateurs aussi, à partir de 22 h. Merci Cathy Touré. Merci Marie-Laure. Rappelons avant de nous quitter que la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Arrivée en fin d'après-midi aujourd'hui, elle a été accueillie par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Avec lui, elle se rendra demain à Guiglo, dans l'ouest du pays, pour le 2e conseil conjoint des chefs traditionnels et de communautés de Côte d'Ivoire et de Libéria. Le but de la rencontre, renforcer la cohésion, la sécurité aux frontières des 2 pays. Merci de nous avoir suivis. Pour le journal de 20 h demain, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba.